Ça se passe en France, où l'extrême droite britannique vient chasser les migrants jusque sur nos côtes, à Calais ou Dunkerque. Ça a été du vol d'affaires, vol des couvertures, vol des gilets de sauvetage, et ça a été aussi des agressions physiques, donc des personnes qui se sont fait frapper, des coups de pied donnés dans leurs affaires. En plus de s'en prendre aux migrants, les groupuscules d'extrême droite ciblent désormais les militants associatifs. Ils sont accusés en juin dernier d'avoir essayé de forcer l'entrée du Secours catholique à Calais. Des locaux ont été retrouvés salis, des serrures bouchées à la colle. Une enquête est ouverte parce que la crainte, désormais, c'est que les menaces de l'extrême droite deviennent aussi fortes qu'en Angleterre. Ils me disent, on sait qui tu es, on sait où tu es, on va te trouver, on va t'attraper. Tous les membres de mon équipe ont dû retirer toutes leurs données personnelles en ligne. On connaît les espaces sécurisés dans nos locaux en cas d'attaque. Face à tout ça, en Angleterre, 150 associations britanniques viennent d'écrire au Premier ministre Keir Starmer pour lui demander une vraie prise de position. Pour l'instant, c'est juste un porte-parole du gouvernement qui a réagi, rappelant que la haine n'avait pas sa place dans le pays, sauf qu'elle est déjà là et que désormais elle s'exporte. J'ai eu des amis qui m'ont dit qu'ils avaient subi déjà du racisme directement dans la rue, par exemple des personnes qui sont asiatiques et qui m'ont dit qu'on les avait traités de sales chinoises, notamment juste après le Covid et pendant le Covid, mais ça continue quoi. Et qui le fait est-ce que c'est, je sais pas moi, les blancs, si je puis dire Qui engendre ce racisme? Alors, des profils types, la plupart du temps ça va être principalement des personnes blanches. Blackface, bûcher, fausse exécution. Des parachutistes français reproduisent une cérémonie du Ku Klux Klan pour une soirée déguisée. 4 parachutistes amateurs se sont filmés en toge et capuche blanche, en train de mimer la mort de 3 de leurs collègues blancs dont les visages étaient recouverts de peinture noire. Selon Paris Match et Mediapart, les faits se sont déroulés dans le département de l'Aube et ont été diffusés dans une conversation WhatsApp du club qui regroupe 246 adhérents de la Fédération française de parachutisme. Les images montrent que les auteurs de cette reproduction de cérémonie raciste se sont baladés sans problème entre les invités et les participants, alors que des enfants étaient présents. Le président de la fédération a signalé l'affaire au procureur pour provocation à la haine. Une plainte a été déposée et une convocation a été lancée pour un conseil de discipline visant les 9 parachutistes identifiés. Tu t'es déjà demandé ce que tu verrais plus chelou si tu mettais une caméra cachée dans un comico? C'est ce qui s'est passé à Londres quand un journaleux de la BBC a décidé de s'infiltrer dans un poulailler du coin. Laisse-moi te dire que le résultat est pas franchement reluisant. À base de tordus qui se vendent de péter des doigts et d'arracher les tendons en prenant les empreintes, aux éloges de savatage de mecs maintenus au sol par les collègues, en passant par la proposition de foutre directement des balles dans le crâne des étrangers, on est assez clairement sur des types qui semblent prendre énormément de plaisir à faire du mal à d'autres, et si possible sans défense, puisque c'est semble-t-il beaucoup plus jouissif. Tu les vois même se foutre de la gueule d'une femme enceinte qui vient chercher protection parce qu'elle s'est fait fracasser par son mari, et ça, dis-toi que c'est les mêmes mecs qui t'expliquent qu'ils ont signé pour venir en aide aux gens, et puis qui viennent chouiner parce que tout le monde déteste la police, incapables qu'ils sont de se demander ce qui pourrait bien se passer si la police commençait pas par détester tout le monde. Tout est fait pour qu'ils se retrouvent qu'entre eux, qu'ils fassent front commun et qu'ils se protègent les uns les autres. Mais ça va, parce que là, c'est pris très au sérieux par la hiérarchie. Ils en ont foutu une paire au coin, ils ont menacé les autres de leur faire copier des lignes. Et alors d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent, tous les autres là? Parce que la caméra elle était cachée, mais pour les mecs en fait, leurs conneries, elles sont pas des conneries aux yeux de n'importe qui. Quiconque a déjà foutu les pieds dans un comico, c'est très bien qu'on est dans les standards. Leur petit cinéma là, ils faisaient pas ça dans le placard à balai, c'est des scènes qui se jouaient devant tous les autres, quand ils jouaient pas directement à des rôles principaux. Alors oui, effectivement, ça serait sûrement pas grand monde si tu verrais aussi les complices qui valident en silence, ceux qui se contentent de serrer les rangs, ou ceux qui se la jouent presque aussi courageux, qui seraient dignes et droits, mais qui se contentent de jouer les carpettes, parce que bien incapables de s'élever devant leurs collègues dégénérés. Mais du coup, on fait quoi? Parce que là, pour le moment, c'est un taf qui attire massivement des tordus qui rêvent d'avoir un flingue, du pouvoir, et surtout de l'exercer sur les plus vulnérables, ou à la marge, des laquais qui se persuadent qu'ils ont des valeurs, mais qui restent tristement incompris, bien qu'ils se contentent de ramper devant les plus chelous d'entre eux, et le tout servant évidemment de bras armés aux privilégiés pour protéger l'ordre établi qui les privilégie, et ce sans qu'on fasse trop chier personne là-dedans. Parce que j'ai bien compris, l'abolition de cette merde, c'est pas pour tout de suite, mais la réforme non plus apparemment. Alors c'est quoi le problème? Parce que si tu penses vraiment que des tordus armés en roue libre vont se calmer tout seuls, à mon avis, tu te fous la balle de LBD dans l'œil. Qu'il s'agisse des flics ou des facs, qui sont bien souvent les mêmes, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on les calme, soit ils nous calment. Et pour le moment, les institutions d'ici comme d'ailleurs sont plutôt parties pour foutre la tête dans le sable. Donc si tu veux pas voir calmer les tiens, va falloir envisager de s'organiser un peu. Et avant que ce soit trop tard si possible. En espérant que ce soit pas déjà le cas. Des néo-nazis qui se réunissent dans un hangar pour faire des combats de MMA, est-ce que c'est légal? Et pourquoi ne sont-ils pas en prison? Ce sont les questions que vous nous avez posées suite à notre reportage sur la Taverne de Thor, un repère néo-nazi à Combre-sous-les-Côtes dans la Meuse. Je laisse l'avocate au barreau de Paris, Maître Cause, vous répondre.
Oui. On a le droit d'être un suprémaciste en France. On a le droit de se regrouper entre suprémacistes en France, puisque la liberté de réunion et d'association, c'est une liberté fondamentale qui est protégée par la Constitution, par la Convention européenne des droits de l'homme et par notre droit interne. À partir du moment où précisément les idées ne se propagent pas et qu'on n'incite pas à la haine ou à la discrimination d'une manière ou d'une autre et qu'on reste entre soi, c'est difficile d'agir. En fait, tout repose sur la notion de trouble à l'ordre public. S'il n'y a pas de trouble avéré à l'ordre public, on ne peut pas agir. Maintenant, s'agissant de la situation en question, il y a des choses qui peuvent interroger. L'organisation des combats, par exemple. Dans quel cadre est-ce que ces combats sont organisés? Pareil pour les concerts. Est-ce que c'est des concerts qui sont appelés à recevoir du public? Est-ce que c'est des concerts qui sont appelés à se passer dans un cadre strictement privé? Quelle est la nature de ce hangar? Enfin, il y a plein de questions qu'on peut se poser pour essayer d'agir. Il y a le pouvoir de l'État d'agir pour dissoudre. Ça a déjà été utilisé dans le passé. Pareil, les conditions sont strictes. Il faut, dans les grandes lignes, un dossier solide. C'est-à-dire qu'il faut des actions répétées, il faut un trouble avéré. Mais c'est une prérogative qui appartient à l'exécutif, d'analyser un petit peu qui sont ces gens, font-ils ou non partie de ce groupe des Hammerskins, et puis quel est l'objectif en réalité de ce groupement, la volonté de se concentrer ou non sur un sujet, de se saisir ou non d'un sujet en revanche, ça c'est de la volonté politique. L'État israélien vient de voter le début de l'annexion et de la colonisation de la Cisjordanie, je t'explique. Mercredi 22 octobre 2025, les députés du Parlement israélien, la Knesset, ont validé en lecture préliminaire un projet pour appliquer le droit israélien à la Cisjordanie. En fait, déjà, des Israéliens n'utilisent même pas le nom Cisjordanie, ils l'appellent la Judée-Samarie, qui est une référence biblique stratégique pour montrer que ce territoire leur appartient déjà. Ce vote, c'est la première étape avant que les lois israéliennes n'entrent en vigueur en Cisjordanie. Et ça s'est passé le même jour que le vote d'un autre texte qui cible l'annexion de la ville Ma'ale-Adumim en Cisjordanie. Concrètement, appliquer le droit israélien sur un territoire occupé, c'est forcément décréter un régime pour les colons, un autre pour les Palestiniens. Le tout en piétinant évidemment le droit international, puisque la Cour internationale de justice a jugé l'occupation israélienne de ces territoires illégale, et elle a aussi rappelé que la communauté internationale ne doit pas reconnaître cette occupation ni la soutenir, mais doit plutôt coopérer pour y mettre fin. Et pendant ce temps-là, sur un autre territoire palestinien, la bande de Gaza, les États-Unis n'hésitent pas à parler d'une reconstruction, mais sous le contrôle strict de l'État israélien. En fait, le 21 octobre 2025, le conseiller et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a été très clair sur les ambitions américaines en ce qui concerne la bande de Gaza, et il l'a fait de manière officielle face à la presse. So, first of all, no reconstruction funds will be going into areas that Hamas still controls. There are considerations happening now in the area that the IDF controls, as long as that can be secured to start the construction as a new Gaza, in order to give the Palestinians living in Gaza a place to go, a place to get jobs, a place to live. So that's one of the many things being considered. En clair, ce sont les États-Unis et l'État israélien seuls qui décideront et imposeront où les Palestiniens auront le droit d'avoir de nouvelles habitations et donc de vivre. Et là, c'est indéniable, on est dans la définition stricte du colonialisme. Ce colon israélien a frappé à la tête une Palestinienne âgée qui récoltait des olives. Elle est tombée inconsciente, tandis que le colon a continué à lui asséner des coups avec une sorte de bâton. L'attaque a causé une hémorragie cérébrale chez la victime qui a été transportée en soins intensifs et se trouve désormais dans un état stable. Ça s'est passé au premier jour de la récolte des olives dans ce village proche de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Selon le journaliste Jasper Nathaniel, l'armée israélienne a conduit un groupe d'agriculteurs directement dans une embuscade brutale tendue par des colons armés. Elle a ensuite laissé ces derniers déchaîner leur violence. Plusieurs activistes présents pour protéger les Palestiniens ont également été tabassés par les colons, qui ont aussi attaqué la voiture du journaliste indépendant que l'on voit courir pour se protéger. Hey! لك عنا لك في زيتون لهم مركز السيارة بكرة يمشوا المستوطنين جينا شرعنا دشرنا السيارة ردنا رجعنا لها ولهم فاشين عجالها وطابشين شل الكزاز للسيارة كم ضربونا غاز دخلت الجيش اللي ضربونا فشرت انهم بضربوا فيا بلش في هالعاصي وين ما جاي يضربوني ما هو جيتهم جيت قتل صار معهم بيجي 20 واحد شلهم مش بس واحد يضربني بس بكاش حدا فيه يصور صار اللي يضربوني بعدين اجى الاجنبي بالتالي اول شي يضربوني على راسي وعلى ظهري وعلى هياتي وعلى جرياتي وهنا ضربوني فلكوا ليتي